Dans cette édition, un gros plan sur le programme national d'alphabétisation fonctionnelle des femmes, ses avancées et ses défis. 1800 femmes sont enrôlées dans ce programme pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Les éperviers du Togo renouent avec la victoire 2-1 cet après-midi face aux Lone Stars du Libéria, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Des mamans, des mémés et même des pépés sur les bancs d'écoliers qui s'exercent à lire, écrire et compter et qui sans complexe essaient de combler leur retard dû au taux d'analphabétisme élevé dans les pays pauvres. C'est tout simplement l'illustration des avancées enregistrées au niveau du programme national d'alphabétisation fonctionnelle initié par l'État depuis 2014. 100 millions de francs CFA ont été investis et la société civile est mise à contribution pour faire tourner les centres d'alphabétisation, 48 au total sur l'ensemble du territoire. Reportage exclusif de Rachel Aokou. Aujourd'hui, jour de marché. Mais pour ces femmes, les clients peuvent attendre. Elles ont d'abord rendez-vous avec leur moniteur pour des cours d'alphabétisation. Je viens ici à cause de l'alphabétisation avant d'aller au marché pour apprendre et lire et écrire. C'est Marie, c'est bien. Au Togo, le taux d'analphabétisme d'un individu âgé de 15 à 39 ans et plus s'élève à 39%. Depuis 2014, l'État a mis en œuvre un programme national d'appui à l'alphabétisation des femmes. 48 centres ont été ouverts sur l'ensemble du territoire et près de 2000 apprenants ont été enrôlés. Des opérateurs en alphabétisation issus de la société civile ont été sélectionnés pour organiser ces cours selon le principe du faire-faire. C'est cette stratégie qui veut que l'État délègue l'ouverture des centres d'alphabétisation aux ONG et associations. Et dans ce contexte, l'État reste dans l'élaboration des stratégies d'alphabétisation, la production du matériel didactique, l'élaboration des curricula et le suivi et évaluation, surtout le suivi et évaluation du contrôle de la qualité des programmes d'alphabétisation. Leçon 42. L'arbre, c'est la vie. Les difficultés ne manquent pas. L'arbre et la pluie. Elles sont motivées à suivre, mais toujours il y a des difficultés. Bon nombre ont les problèmes de vue. Elles n'arrivent pas à voir clairement, à lire couramment aussi. Il y a d'autres femmes, leurs maris sont vraiment, je ne sais s'il faut dire c'est la jalousie des hommes ou bien c'est la méchanceté pour empêcher la femme. Ils n'aiment pas laisser leurs femmes libres de suivre les classes d'alphabétisation. En dépit des difficultés, les bénéficiaires manifestent un réel engouement autour du programme. Elles sont conscientes du bien que leur procurent ces séances. Les résultats sont au-delà des attentes. Il y a une femme qui a témoigné aussi que maintenant, les collecteurs de tickets au marché n'arrivent plus à la tricher parce que d'habitude, quand elle va au marché, premièrement, ils donnent le ticket de 50 francs, ils prennent 200 francs. Au retour, elle a les coups de poing de son mari. Il y a beaucoup de personnes qui suivent maintenant les cahiers de leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à entraîner les enfants à écrire ce qu'elles connaissent déjà. Ce que j'ai pu constater dans ma région, c'est que les femmes sont à l'aise pour s'exprimer. Il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus cette honte de dire « Ah, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire », mais plutôt, elles ont ce sentiment d'être aujourd'hui alphabétisées. Et elles le témoignent partout. Parce que quand vous engagez des discussions avec des femmes, vous sentez réellement que elles ont pu acquérir quelque chose de l'alphabétisation. Donc, dans leurs activités respectives, même dans certains marchés, j'ai vu des femmes qui autrefois n'utilisaient pas les calculatrices, mais aujourd'hui, elles se déplacent avec les calculatrices. Au début des formations, les tout premiers suivis que nous avons faits dans les centres, la plupart des femmes n'avaient pas de téléphone portable. Mais aujourd'hui, elles ont toutes des téléphones portables et même si on pose une opération, elles arrivent à faire les calculs dans leur portable.
Les résultats sont encourageants, mais le défi reste énorme face à l'ampleur des besoins. Nous lançons un appel à tous les acteurs, que ce soit de la société civile, des organisations religieuses, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers internationaux, et pour qu'on puisse nous accompagner et que chaque citoyen se sente interpellé parce que nous avons 1 million de Togolais à alphabétiser. Il faudra aussi maintenir la sensibilisation sur la scolarisation, surtout celle des filles, pour prévenir l'analphabétisme à la base. Pour 2015, la subvention a été reconduite par l'État. L'objectif, c'est d'inclure l'analphabétisation dans les différents programmes de développement et réduire le taux d'analphabètes dont l'âge est compris entre 15 et 45 ans de 43,1% en 2010 à 16% à l'horizon 2025. Je viens ici apprendre à parler le français. Que l'on soit commerçante, ménagère ou encore employé domestique, l'alphabétisation est donc un atout important pour se faire valoir et se faire mieux respecter par les employeurs. D'ailleurs, en prélude à la journée des travailleurs domestiques célébrée ce 16 juin, la coordination du projet Femmes UITA à Togo en appelle à plus de dignité pour tous ceux qui échangent leur force de travail contre une rémunération dans les ménages. Clarisse Atikle. Les travailleurs et travailleuses domestiques sont victimes chaque jour d'abus divers dus à l'inexistence d'un cadre juridique légal pour réglementer ce secteur d'activité. Adjo Emefa Adasso, 30 ans, est travailleuse domestique depuis 2005, travail qu'elle a commencé en Côte d'Ivoire. À travers la commémoration du 16 juin, journée qui leur est consacrée dans le monde, elle aspire, tout comme ses autres collègues, à de meilleures conditions de vie et de travail. Nous avons des salaires misérables. Nous travaillons à longueur de journée et on ne respecte même pas notre dignité, tout ça. Nous célébrons cette journée pour nous faire reconnaître comme les autres travailleurs et lutter pour la Convention 189. La célébration de la journée des travailleurs domestiques tire en effet son institution de l'adoption le 16 juin 2011 à Genève en Suisse de la Convention 189 et sa recommandation 201 relative au travail domestique. La coordination du projet Femmes de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation UITA Togo a saisi l'occasion pour les sensibiliser sur la nécessité de fédérer les énergies pour défendre leurs droits. We are encouraging domestic workers, all of them, to come Lançons un appel au gouvernement pour que des mesures urgentes soient prises pour créer par exemple un cadre juridique pour la protection sociale des travailleurs et travailleuses domestiques. From the government, issues of protection and social security. 19 pays dans le monde ont déjà ratifié la Convention 189 et ici, il est émis le vœu que le Togo se joigne à ces pays pour mettre fin à la violence physique, le harcèlement sexuel, bref, à l'exploitation de l'homme par l'homme que vivent au quotidien les travailleurs domestiques. Ce 14 juin est célébrée la journée du don de sang. Nous en avons profité pour remonter toute la chaîne de production de sang. Au Centre national de transfusion sanguine, le processus est laborieux de la collecte jusqu'à la constitution des poches de sang au profit des bénéficiaires potentiels. Charlotte Moussime. Kordo Boko, jeune élève, s'est rendu au centre de transfusion sanguine pour faire don de son sang. Première étape, la consultation. Prise de poids, de la tension, suivi d'un entretien confidentiel d'1 quart d'heure avec le médecin pour voir si le donneur est apte ou pas. Feu vert, Kordo peut donner son sang. Il va à la salle de prélèvement, se fait prélever 450 ml, puis se rend à la salle de collation. Ce geste salvateur, il le pose chaque trimestre. À 21 ans, il est à son 7e geste. Donner du sang, c'est très bon pour sauver l'humanité parce que l'humanité en a besoin. Quand tu gardes le sang pour toi-même, il y aura un surpris, mais quand tu enlèves, ça se multiplie encore de plus et c'est très bon. De l'état brut de ce sang prélevé jusqu'à la transfusion, tout un processus. La poche est convoyée au service de préparation pour les différentes analyses. On prélève du sang dans une poche, la poche à sang, qui est une poche comme ça. Et donc on envoie ces poches au niveau de la préparation. Et au niveau de la préparation, on va sanctifier ces poches-là et séparer le sang en différents constituants du sang.
Donc on a les globules rouges, et les plaquettes et le plasma. Et donc on obtient quelque chose comme ça. Ça c'est le plasma frais qu'on va congeler à moins 30 degrés et il peut rester comme ça pendant 1 an. Par le plasma frais congelé, on va obtenir aussi des produits qui sont comme ça. C'est des concentrés de globules rouges. Donc on obtient toujours du sang total qu'on a prélevé dans l'unité de prélèvement. On va faire des tests sérologiques, c'est-à-dire nous allons rechercher les marqueurs biologiques d'infection au VIH et au virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et de la syphilis. Ici, c'est le laboratoire d'immunohématologie. À ce niveau, on effectue essentiellement les groupages. Il s'agit de voir si la poche est du groupe A ou du groupe B ou du groupe AB ou du groupe O. Donc ces tests sont faits systématiquement sur toutes les poches. C'est le but de rassurer les malades que aucune poche ne peut être transfusée sans avoir subi les analyses qu'il faut. Et tout se fait selon les règles de l'art. Nous faisons une sérothèque, ça veut dire que nous allons garder un échantillon du sérum de la poche qui est testée, on la garde pour 5 ans. Et nous la gardons, ça sert à faire des recherches pour les étudiants qui travaillent avec nous. Ils peuvent faire des recherches sur ça. Et éventuellement, si quelqu'un venait se plaindre qu'il a été transfusé et qu'il a des soucis, peut-être qu'il pense que peut-être il a été infecté par la transfusion, ben là, nous, on va ressortir un échantillon de la sérothèque, on va ressortir l'échantillon de la poche qu'on a utilisé pour le transfuser et on va refaire les tests. La poche du plasma est différente de celle des globules rouges qui ont une durée de vie très limitée, 21 à 42 jours. Avant d'envoyer les produits sanguins à la distribution, ils suivent un marquage. Le logiciel informatisé Transfuse Control est un atout. Je douche la poche au niveau de son numéro, que vous voyez ici, c'est un code à bas, et donc j'utilise le lecteur. Donc là, le numéro rentre dans la base de données et toutes les informations sont réunies ici. Nous avons la date de prélèvement, le numéro du don, les résultats d'immuno, de groupage, les résultats sérologiques, syphilis, VIH, hépatite B et hépatite C. Le cadran là est vert, donc ce qui veut dire que c'est une bonne poche qu'on peut utiliser en milieu hospitalier. L'étiquette sort par cette imprimante Zebra et on la colle sur la poche. Donc vous voyez que ici nous avons un cadran qui vient en rouge et automatiquement l'étiquette ne sort plus ici. Ça c'est pour éviter que les mauvaises poches rentrent dans le circuit. L'hépatite C est positive ici. Donc je prends mon marqueur rouge que je biffe sur la poche et je mets automatiquement cette poche de côté. Donc c'est des poches que après le marquage nous envoyons à l'incinération. Une fois les poches indemnes de toute infection, elles sont stockées dans cette banque à une température comprise entre 2 et 6 degrés. Et d'ici, les nécessiteux viennent s'en approvisionner dans les conditions requises. Vous venez de le voir, la collecte de sang ne se fait que dans un centre agréé par l'État et les appels ne cessent de se multiplier à l'endroit des bonnes volontés. Mais le flux des donneurs potentiels n'est pas constant. Les préjugés, les soupçons, les idées préconçues empêchent certaines personnes d'offrir leur sang pour sauver une vie quelque part. Pourquoi cette réticence? Augustin Kossi, Esther Laclé tentent de nous répondre. Un geste, un acte qui sauve la vie. Le sang donné va aider un malade, un anémié ou encore un blessé à survivre. Au Togo, le besoin est estimé à plus de 60 000 poches par an. Ils sont nombreux en attente d'être servis au Centre national de transfusion sanguine. Et au même moment, plusieurs personnes éprouvent encore des réticences à donner du sang. Y a-t-il un risque ou un danger à en fournir? Il n'y a pas de risque à donner du sang. Avant de donner le sang, le candidat au don rencontre un médecin. Et le médecin l'examine, lui pose des questions sur son état de santé et ses antécédents médicaux, chirurgicaux ou bien obstétricaux. Donc si le médecin se rend compte que en donnant le sang, le donneur risque de tomber malade ou bien d'avoir un problème, il lui dit carrément qu'il ne peut pas donner. C'est la peur de tomber malade. Il y a aussi des gens qui ne donnent pas parce qu'ils ont peur de connaître leur statut sérologique, parce qu'après le don, on réalise les tests de dépistage du VIH
de l'hépatite B, de l'hépatite C, de la syphilis. D'autres pensent qu'en donnant le sang, que même ils n'en ont pas assez, en donnant le sang, on risque de vider leur sang. Bien d'autres raisons, non moins importantes, sont aussi à l'origine de ce refus. D'aucuns pensent que le sang donné ferait l'objet des pratiques mystiques. Le sang qui est cédé au niveau du Centre national de transfusion sanguine n'est plus un sang naturel, c'est devenu une matière première. Par exemple, au fur et à mesure qu'on prélève le sang, ce sang-là est déjà mélangé à un produit chimique qui change complètement sa composition. Non. En plus de ça, le centre ne cède plus le sang total. Après, le sang est séparé en ces différents éléments. Il y a les concentrés de globules rouges, il y a le plasma et les plaquettes. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour venir chercher le sang. Il faut l'ordonnance d'un médecin. Geste de solidarité, signe d'amour et parfois même symbole de générosité, le don de sang est toujours salutaire. Lorsqu'une femme accouche et elle perd une certaine quantité de sang, il faut remplacer ce sang-là. Les gens sont accidentés, ils ont perdu le sang, il faut les transfuser. Il y a des opérations chirurgicales qui saignent. Et pour réaliser ces opérations, les chirurgiens demandent du sang. Et même il y a des maladies qui détruisent les globules rouges. Si nous prenons par exemple le paludisme, la drépanocytose et certains cancers qui empêchent l'organisme de produire le sang. Donc, dans toutes ces circonstances, il faut obligatoirement transfuser le malade pour pouvoir lui sauver la vie. Le sang, on ne le trouve ni dans les pharmacies ni dans les marchés. Le donner est un acte volontaire, bénévole, un engagement à offrir une seconde chance de vie à un souffrant qui se trouve entre la vie et la mort. Mais encore faudra-t-il une communication sociale plus accentuée pour motiver davantage des donneurs potentiels. Les pesanteurs socioculturelles en sont aussi pour quelque chose dans la persistance de préjugés et stéréotypes concernant la contamination au VIH-Sida. Concernant les causes de cette pandémie, les us et coutumes sont souvent pointés du doigt. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Office de développement et des œuvres sociales, une organisation affiliée à l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, Dodo Waré, Albertine Yakin. Engagés dans la lutte contre le sida, ont adopté depuis plusieurs décennies les méthodes modernes d'information, d'éducation et de communication, notamment dans l'utilisation des préservatifs. Et selon l'Église des Assemblées de Dieu, ces méthodes ont des limites. Elle préconise donc, à travers son ONG, Coordination des œuvres sociales ODOS, à prendre en compte l'approche culturelle et traditionnelle dans la prévention de la pandémie. Après un travail d'analyse de la situation, un document est soumis à validation en vue d'une lutte efficace. L'Église a sa position claire et nette que le sorcier ne peut jamais projeter le virus de sida. Non, c'est le comportement de la personne même qui l'entraîne dans ces situations. Et l'Église crie haut et fort l'abstinence. Et l'Église défend les mariages précoces. Une fois qu'une femme perd son mari, qu'on la laisse la liberté, quitte à elle de se remarier ou bien de rester. Et nous voulons que la population togolaise comprenne cela pour que nous puissions vivre en paix, dans une bonne santé, une âme aussi bien disposée. Nous avons fait une analyse en faisant venir tous les pratiquants des us et coutumes. On a parcouru tout le Togo, ethnie par ethnie, et on a fait donc un travail de recherche assez profond pour pouvoir sortir par eux-mêmes d'abord, les participants, quels sont les rites et coutumes qui meublent leur vie. Et ensuite, d'identifier quels seraient les facteurs ou bien les risques d'infection liés à certaines pratiques. L'arsenal de moyens de riposte contenu dans le document permettra d'intensifier la lutte contre le sida et les IST. Si on ne tient pas en compte les pratiques culturelles, si on ne tient pas en compte nos us et coutumes, on peut ne pas vaincre définitivement la maladie. Et donc c'est important que les messages de prévention au Togo se basent également sur les pratiques coutumières qui ne sont pas favorables à la santé. Les participants venus des différentes communautés du Togo sont appelés à apporter leur contribution dans l'adoption de ce document qui prend en compte certaines pratiques culturelles et traditionnelles qui nuisent à la prévention du sida.
Le VIH-Sida fait également des ravages dans les milieux toxicomanes. Les jeux doivent en être préservés. C'est le combat que mène l'association Don Bosco d'Akodé-Sewa qui a organisé samedi à Lomé la 3e édition de son Café Parents, une plateforme de discussion sur les enjeux sociaux et consacrée cette fois-ci à cet épineux problème de la toxicomanie au niveau des jeunes. Kwasi Gle Carmen Madjé à Kakbo. Près de 0,6% de jeunes adolescents au Togo sont aujourd'hui dépendants de la drogue. Une situation qui nécessite une prise en charge efficace aussi bien de la part des parents que de la société pour redonner espoir à cette tranche de la jeunesse. La 3e édition de Café Parents, une rencontre de partage annuel entre parents, adolescents et leaders religieux organisée par l'association Don Bosco d'Akodé-Sewa, se présente justement comme un espace d'échange sur les causes, les conséquences et les modes de prévention de la toxicomanie et de la délinquance juvénile. Café Parents, c'est une activité de réflexion, comme je l'ai dit, avec les associations sœurs et les institutions qui travaillent un peu dans le même secteur, la prise en charge des enfants. On rencontre de plus en plus de très jeunes dans la rue qui paraissent des fous ou ben presque dénudés. Mais ça fait dommage. Mais il y a une façon de les prendre en charge. Mais ce n'est pas uniquement les enfants, il faut prendre aussi en charge les parents. Les échanges ont essentiellement porté sur l'éducation des enfants. L'association Don Bosco d'Akodé-Sewa est une ONG chrétienne créée en 2006. Sa principale mission est d'aider les jeunes en difficulté et les soutenir par des actions concrètes, notamment la prière à l'image de Don Bosco. Plus de 60 enfants sont aujourd'hui pris en charge par cette association. Au Burkina Faso, les autorités de la transition dressent leur bilan après 8 mois de gouvernance. Le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, était face au Conseil national de la transition. Il a surtout dévoilé les grandes lignes des élections qui s'annoncent. Et selon lui, la diaspora burkinabé ne participera pas au scrutin d'octobre prochain. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida face aux députés de la transition. Devant les parlementaires ce vendredi 12 juin 2015 à Ouagadougou, le Premier ministre a prononcé son discours sur la nation. Un discours qui dépeint la vie sociopolitique et économique du pays autour de 4 axes, dont la perte d'emploi causée par l'insurrection populaire. Une situation à laquelle le gouvernement tente de remédier avec la création de nouveaux emplois. Depuis la période de transition politique, le financement de la formation continue. De l'apprentissage et du perfectionnement ont permis à 1304 femmes et jeunes de bénéficier d'un renforcement de capacité. Monsieur le Président, honorables députés, la dynamique de formation de l'emploi s'est traduite par le recrutement de 71 037 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, auxquels s'ajoute l'engagement de 2133 jeunes. La diaspora burkinabé ne participera pas à ce scrutin. C'est ce qui ressort du discours du Premier ministre. On note aussi la baisse du taux de croissance à 4% au lieu de plus de 5% attendu. Un discours diversement apprécié. Je pense que jusque-là, je n'ai pas entendu un autre son de cloche au niveau donc des autorités. Et aujourd'hui, le discours va dans le sens de ce qui a été toujours dit, le respect de la charte de la transition. Les questions liées donc aux insurgés de 30 et 31 octobre qui sont décédés, on ne les a pas classés parmi les crimes de sang. Ensuite, la question de la cohabitation interethnique entre les Mossi et les Peuls qui défraient la chronique, on n'a pas entendu parler de ça. Mais en réalité, je me suis rendu à l'évidence que c'est un traditionnel discours. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Aussi, un programme socio-économique d'urgence de la transition d'un coût total de 25 milliards de francs CFA mettra l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires a été adopté. Sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. À l'ordre du jour, la gouvernance, le Sud-Soudan, le Burundi et les migrations. On le sait, des millions de migrants africains en quête de l'Eldorado européen meurent à chaque fois en Méditerranée. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée, de Côte d'Ivoire ou encore de Somalie. Tous ont risqué leur vie pour arriver en Italie. Ce qu'ils réclament, pouvoir quitter le pays. À quelques mètres d'eux, la frontière française, bloquée par des gendarmes. Nous ne voulons pas rester en Italie, parce qu'en Italie, il n'y a ni job, ni argent, ni éducation. Depuis le début de l'année, près de 55 000 migrants sont arrivés en Italie.
originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Mais beaucoup meurent en mer avant d'avoir pu toucher les côtes européennes. Un drame au cœur des discussions du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce dimanche à Johannesburg. Plus de 60% des migrants partent parce qu'ils veulent trouver une vie meilleure ailleurs. Donc, si on considère les causes du problème, cela veut dire que les pays africains ou membres de l'Union africaine doivent devenir plus attractifs. Stabiliser le continent et offrir un avenir aux jeunes, un vaste chantier qui pourrait prendre des années. En attendant, l'Afrique et l'Europe vont devoir coopérer. C'est un dialogue entre responsables, mais vraiment, moi, je ne peux pas accepter le mépris qui consiste à traiter les Africains comme des parias. C'est vrai, aujourd'hui, l'Europe ne peut pas non plus s'ouvrir au point de couler devant une telle vague, mais il faut, avec responsabilité, aborder les questions. Une question qui sera à l'ordre du jour d'une réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine en septembre prochain. La présence du président soudanais au sommet de Johannesburg soulève la polémique. La Cour pénale internationale demande aux autorités sud-africaines de l'arrêter et l'homme fort de Khartoum est sous le coup de 2 mandats d'arrêt. La Haute Cour de justice de Pretoria a demandé au président soudanais de suspendre provisoirement son départ de l'Afrique du Sud. Football, les éperviers du Togo ont bien entamé les éliminatoires de la CAN 2017. Victoire sur les Lone Stars du Libéria. Les Libériens ont d'abord cloué le bec aux éperviers juste avant la mi-temps. À la reprise, revanche des Togolais par Uro Akoriko Sadat. Puis en fin de match, Plakafé Soumeme offre un caviar à Adebayor qui concrétise de la tête pour le 2-1. C'est avec timidité que les éperviers ont démarré la rencontre. Les poulains de Tom Saint-Philtre ont subi pendant 20 minutes la domination de Lone Star avant de se réveiller. Mais ce réveil ne sera que d'une courte durée car les Libériens vont reprendre la pression pour finir par ouvrir le score à la 43e minute par cette frappe enveloppée de William Gebor qui bat littéralement le goal togolais Cédric Mensah. Les deux équipes iront à la pause sur ce léger avantage des Lone Stars. À la reprise, Cheyi Adebayor et ses coéquipiers entament la partie avec détermination. Ils multiplient plusieurs offensives dans le camp adverse et mettent les pendules à l'heure sur cette reprise de la tête de Uro Akoriko Sadat à la 64e minute. Dès lors, l'espoir renaît dans le camp des Togolais qui récidivent leur domination et sur cette tête à la 87e minute, Adebayor Cheyi conclut pour porter le score à 2-1 en faveur des éperviers. Un score qui permet au Togo d'occuper la 2e place du groupe A avec 3 points plus 1, derrière la Tunisie 3 points plus 7. Et ce match a débuté par 1 minute de silence en mémoire du journaliste Mensah Tolou de la télévision togolaise qui a tiré sa révérence samedi à la suite d'une courte maladie. Il était dans sa 57e année. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, la moisson de l'espoir des hommes non plus ne fleurira. Il rencontre à l'avantage de QPR qui même a pu contre le Comme un rêve, Maurice Mensah Tolou s'en est vraiment allé au petit matin du 13 juin 2015, à 57 ans. Les médecins du CHU Campus de Lomé ont étalé tout leur savoir-faire pour l'arracher à son mal. Mais hélas, cette crise respiratoire qui s'est déclenchée la veille a fatalement pris le dessus. Coup de tonnerre dans le ciel paisible de la famille à Tolou, consternation à la télévision togolaise, grande émotion au sein de la presse togolaise et désolation dans le monde sportif. Un monde qui l'a tant servi avec dévouement et passion plusieurs années durant. Dès le jeune âge, Maurice ne vivait que pour le sport et il aura tout essayé. Basketteur, volleyeur, footballeur, gardien de but, journaliste sportif, puis consultant depuis qu'il est admis à la retraite en octobre 2013. Ce qui ne l'empêchait pas de refaire irruption sur le plateau pour ses commentaires les plus expérimentés, les plus passionnés, les plus prémonitoires et les plus fous. 1955, 2005, 2006, 2010. Quelques mois seulement après sa retraite, Mensah Tolou avait droit à un repos terrestre bien mérité, mais il est plutôt parti pour un repos éternel, laissant derrière lui une famille meurtrie, une veuve inconsolable, 3 filles et 2 petits-fils.
Ces obsèques auront lieu dans 2 semaines. Au plaisir de se retrouver. À très bientôt. Et on ne va quand même pas se quitter sur cette triste nouvelle. Dédicace spéciale aux éperviers à travers le clip que voici. Voilà, bon vent aux éperviers, qu'il en soit ainsi le plus longtemps possible pour offrir du plaisir au peuple. Merci de votre aimable attention. Fin de cette édition. Un gros plan sur le programme national d'alphabétisation fonctionnelle des femmes, ses avancées et ses défis. 1800 femmes sont enrôlées dans ce programme pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Les éperviers du Togo renouent avec la victoire 2-1 cet après-midi face aux Lone Stars du Libéria. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2017.